Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à notre présentation. Donc aujourd'hui, on va vous parler de Flux 2, de GitOps et comment intégrer ça dans un cluster Kubernetes. Donc, on est Katia. Moi, c'est Katia, je suis Tech Lead DevOps au sein d'Alterway. J'interviens sur des sujets divers de CI/CD, d'industrialisation, de Move to Cloud et de Move to Kubernetes. Et moi, je suis Charles-Edouard Gagnère. Donc, moi, je suis Tech Lead AWS pour ma part et j'interviens aussi sur des projets, donc plutôt du Move to Cloud, plutôt de l'intégration du coup dans AWS et je fais des projets aussi sur Scaleway. Donc, on travaille pour Cloud Consulting. Cloud Consulting, c'est une société qui va être capable de vous accompagner sur toutes vos problématiques pareil, de Move to Cloud, de Move to Container, de Move to Kubernetes, ce genre de choses. Donc, la présentation aujourd'hui va être divisée en deux grandes parties. On va avoir une première partie théorique où je vais vous présenter rapidement qu'est-ce que le GitOps, les stratégies de push et les stratégies de pull, et enfin une petite partie théorique sur les grands concepts de flux. Et on enchaînera ensuite sur une démo qui va nous occuper pour la majeure partie de ce workshop. Donc on va commencer par qu'est-ce que le GitOps? Donc le GitOps, c'est une manière d'implémenter le déploiement continu, principalement pour des applications cloud natives. Et en gros, vous allez décrire dans un repo Git ce que vous voulez déployer, et après, à partir de là, ça va se déployer de manière automatique. En gros, c'est de l'infra as code, mais déployé de manière automatique et en continu dans votre cluster Kubernetes. Donc, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que quand on met en place une stratégie de type GitOps, votre repo Git est vraiment le cœur de votre infrastructure, c'est-à-dire que c'est vraiment votre source de vérité. Quels sont les bénéfices du GitOps pour vous, pour votre entreprise? Donc, ils sont nombreux, mais on en a 4 principaux. Le premier, c'est que vous avez un historique très précis, donc ça c'est grâce à Git, de tout ce qui est fait dans votre infrastructure. Vous allez donc avoir la liste de tous vos commits, qui a fait quoi, à quel moment, qu'est-ce qui a été modifié. Aussi, grâce à Git, vous allez avoir la possibilité de pouvoir rollback très simplement. En gros, si quelqu'un a déployé un mauvais commit, vous allez revert ce commit et ça va vous permettre de revenir à un état stable dans votre infrastructure. Ensuite, vous avez une description complète de tous les éléments qui ont été déployés. Donc ça, c'est intéressant si jamais vous avez des problématiques d'audit, des audits, ou si vous avez besoin de compliance. En gros, vous allez pouvoir, sans donner accès à vos ressources, vous allez pouvoir montrer à un auditeur tout ce qui a été déployé dans votre cluster et qui l'a fait, à quel moment. Donc ça va avec l'historique. Mais il faut garder en tête que ça, c'est quelque chose qui est intéressant pour les auditeurs puisqu'ils ont, de manière simple, accès à tout ça. Et du coup, donc, le Git repository devient votre élément central. Aujourd'hui, c'est moins grave parce qu'avec des outils en SaaS, si vous utilisez par exemple du GitLab ou du GitHub, en fait, GitLab et GitHub vont s'occuper de la haute dispo de votre repo Git. Et vous, après, derrière, tout ce que vous avez à faire, c'est intégrer ça avec votre infrastructure. Donc là, maintenant, on va voir les deux grands types de déploiement, enfin de stratégie. Donc le push et le pull. On va donc commencer par le push. Donc le push, en gros, c'est quand une application tierce, ça peut être votre CI, ça peut être un DevOps qui va déployer grâce à un script, ça peut être en gros, c'est quelque chose qui est en dehors de votre cluster kube, qui va déployer de nouvelles ressources dans votre cluster kube. Donc là, il y a deux grandes choses à avoir en tête, c'est que vous avez besoin de créer un utilisateur avec des droits assez avancés et vous allez devoir stocker de manière sécurisée les credentials en dehors de votre cluster. Donc ça fait que votre repo Git ou votre stratégie de push devient un potentiel problème de sécurité. Et ensuite, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on fait du push comme ça, vu qu'on réapplique, on force la nouvelle application. Si jamais quelqu'un a fait des modifications à la mano dans le repository ou dans le cluster kube, ces modifications, vous n'allez pas les voir et vous allez les écraser. Donc si quelqu'un a fait un hotfix, en fait, quand vous allez déployer, par exemple, une semaine après, eh bien, vous allez écraser ces modifications. Donc potentiellement, ça peut être un problème. On va ensuite avoir les stratégies de type pool. Donc là, ça va être l'inverse. En fait, ça va être un opérateur qui tourne dans votre cluster, qui va venir vérifier régulièrement votre source de vérité. Donc dans notre cas, ça va être un repository Git. Ça va se faire de manière automatisée. Et en fait, si quelqu'un fait une modification, vu que de manière automatique, votre opérateur il vient vérifier ce qui se passe, il va écraser tout de suite la modification. Et du coup, en écrasant cette modification, ça va obliger les gens qui veulent faire des modifs soit à suspendre l'outil, mais ça, ce n'est pas forcément la chose recommandée, soit plutôt à suivre le process, c'est-à-dire à commit dans Git les modifications qu'il veut faire plutôt que de les faire à la main.
Donc ça vous permet aussi de travailler avec des registres de conteneurs. Donc par exemple, si vous publiez automatiquement des nouvelles images régulièrement, vous pouvez faire en sorte que votre opérateur il mette à jour automatiquement vos déploiements en fonction des nouvelles images. Maintenant, on va passer sur la partie un peu plus dédiée à Flux. Donc Flux, qu'est-ce que c'est? Flux, c'est un outil open source. Flux, c'est un outil open source, donc le code est disponible sur GitHub. C'est développé en Go. C'est fait pour fonctionner avec Kubernetes et ça va tourner à l'intérieur de votre cluster Kubernetes. En gros, vous allez déployer un nouveau namespace qui va s'appeler Flux System et tout ce qui va tourner autour de Flux va être déployé dans ce cluster. Donc, une première chose importante au niveau de Flux, on va commencer avec un exemple, c'est les sources. Donc, les sources pour Flux, c'est par exemple un repo Git, un repository Helm, un registre de conteneurs. Et en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que ces sources, elles sont partagées entre plusieurs, elles peuvent être partagées entre plusieurs clients. Mettons que vous ayez 3 clusters, un cluster de prod, un cluster de dev, un cluster de pré-prod, et vous pouvez vous servir du même repo Git sur ces 3 clusters pour déployer les différentes ressources. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, Flux va venir vérifier régulièrement s'il n'y a pas des nouveaux commits, et s'il y a des nouveaux commits, automatiquement, il va venir déployer les modifications. À l'intérieur de Kubernetes, comment ça se représente? Ça se représente sous forme de CRD, c'est-à-dire que si vous arrivez dans un cluster Kubernetes que vous ne connaissez pas, vous pouvez aller voir directement dans Kubernetes, vous allez voir la configuration de Flux et tout ce dont Flux a besoin pour fonctionner. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les sources à l'intérieur de Flux, en fait, Flux va utiliser vos sources de vérité comme des artefacts pour déployer des choses ou pour faire des modifications au niveau de votre infrastructure. Ensuite, on va avoir le process de réconciliation. Donc le process de réconciliation, qu'est-ce que c'est? C'est un mécanisme qui va vous permettre de toujours être à jour par rapport à votre source de vérité. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que votre cluster va être dans un état nominal. Vous allez faire un nouveau commit. Flux va faire un delta entre l'ancien état et le nouvel état. Et ce delta va lui permettre de déployer les nouvelles ressources. Donc ce processus de réconciliation, c'est quelque chose qui tourne par défaut toutes les minutes. C'est important parce que quand vous avez des ressources qui dépendent les unes des autres, Flux va réconcilier une première fois, c'est-à-dire qu'il va déployer une première fois ces nouvelles ressources. Ensuite, la prochaine réconciliation, il va déployer les ressources qui dépendaient des premières ressources qui ont été déployées. Donc ensuite, nous avons la customisation. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est basé sur du Kustomize, donc, qui est intégré à Kubernetes. Ça vous permet d'avoir des ressources custom. En gros, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir votre base à l'intérieur de votre code. Cette base, elle va être commune à tous vos clusters. Et après, vous allez pouvoir surcharger des données. Par exemple, en prod, vous allez pouvoir dire, en production, je veux mon nombre de réplicas, que ce soit 3, parce que j'ai besoin de haute dispo. En développement, je vais pouvoir modifier mes requests, mes limites pour dépenser moins d'argent et avoir moins de ressources utilisées. Et enfin, donc, une partie qui est importante sur la partie Flux, c'est la partie de Bootstrap. Donc le Bootstrap, en fait, c'est l'installation de Flux à l'intérieur de votre cluster. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, vous allez dire à Flux, bootstrap-toi à partir d'un repo Git. Donc si le repo Git est vide, ce que Flux va faire, c'est qu'il va s'installer dans votre cluster et il va écrire dans le repo Git tout ce qui est fait. C'est important parce qu'en fait, Flux est conscient de lui-même, c'est-à-dire que dans le repo Git, vous avez vraiment votre source de vérité, c'est-à-dire que vous avez toute votre configuration au niveau de Flux. Et ça, c'est important parce que ça vous permet vraiment de savoir exactement ce qui est déployé. Il n'y a pas des choses qui sont déployées au niveau de Flux sans que vous soyez au courant. Et donc aujourd'hui, on a 2 manières de déployer Flux. En utilisant la CLI Flux, donc ça c'est ce qu'on va voir dans la démo, ou sinon en utilisant un provider Terraform. Pardon. Et donc c'est par exemple, vous déployez un cluster EKS sur AWS, ensuite vous bootstrappez votre cluster grâce à Terraform, et Flux derrière va installer automatiquement tout ce dont il y a besoin à l'intérieur de votre cluster pour que votre cluster il soit prêt sans aucune action humaine. Voilà, on va maintenant passer à la démo. Je vais laisser la parole à Katia. Alors pour la démo, on va voir ensemble en fait comment on va gérer un cluster Kubernetes qui est installé par défaut avec rien à l'intérieur, avec Flux et GitLab.
Donc là, j'ai un groupe GitLab avec 2 repos. Un qui s'appelle MyApp, où j'ai mes sources applicatives. Donc c'est un petit Dockerfile avec seulement une page index.html que je customise. Et ensuite, j'ai un workflow. Donc dans le workflow que j'ai défini ici dans gitlab.ci.yaml, je build seulement une image Docker que je pousse dans la registry GitLab. On peut utiliser plusieurs registries, mais là pour la démo, j'utilise la registry GitLab. Et j'utilise Customize pour pouvoir déployer. Donc Customize, j'ai ma base, c'est un déploiement, un service pour pouvoir accéder à mon déploiement. Et puis j'ai mon environnement local parce que pour la démo, je vais utiliser un cluster local. Je vais vous montrer le cluster local. Il est là. Donc il faut quand même un cluster Kubernetes qui soit opérationnel. À l'intérieur, on n'a rien d'installé. On a les namespaces par défaut. Et on va voir ensemble en fait comment on va utiliser Flux pour pouvoir gérer notre cluster. Il faut aussi la CLI Flux et puis un GitLab token, vu que GitLab, enfin le Git, le repository Git est l'élément central. Moi j'ai déjà créé un token GitLab qui a les droits d'écriture et de lecture dans mon groupe, que j'ai mis dans un fichier .env que je vais sourcer pour pouvoir travailler. Ça c'est pour la partie applicative. Ensuite pour la partie infra, je démarre d'un repo qui est vide. Donc je mets là dans mon repo d'infra, je mets aucun fichier de configuration. Je fais ça pour pouvoir récupérer mon token GitLab en variable d'environnement. La première étape, on va vérifier que mon cluster Kubernetes répond bien aux prérequis de Flux. Donc il y a une commande Flux check-pré pour les prérequis. On attend un petit peu, là les tests passent, donc ok, on peut continuer de travailler. La deuxième étape, vous voyez mon écran, je ne pouvais pas me souvenir de toutes ces commandes, donc c'est l'étape de Bootstrap. La commande de Bootstrap, elle est là. Donc elle va nous permettre à Flux en fait d'installer dans le. Ouais. Est-ce que c'est mieux là? Non. Zoom. Tu dois pouvoir zoom ouais. comme ça. Ouais. Vous me dites. Ça commence à être visible? Encore un peu peut-être. Ouais, attends, je crois que ouais. Ok. Donc là, la commande de Bootstrap, je précise mon repo d'infra qui est vide, qu'on a vu est vide, et je lui donne la branche sur laquelle il va pouvoir travailler. Et je dis que toutes les configurations, vu que je suis sur un environnement local, il va les mettre dans le path cluster/local. Donc ça va me permettre aussi de centraliser tous mes environnements, toutes mes confs d'environnement, des différents environnements dans le même repo. Et puis, je lance. Et là, il va faire le bootstrap. Dans l'étape de bootstrap, qu'est-ce qui se passe? Flux va se connecter à mon cluster Kubernetes, il va installer tous les composants dont il a besoin pour pouvoir travailler, et puis il va générer des fichiers de configuration qu'il va versionner lui-même dans le repo GitLab d'infra. Donc là, déjà, si je vais sur mon petit IDE, je vois qu'il vient juste de me créer à 3 secondes un namespace qui s'appelle flux-system. Si je vais dans ce namespace-là pour voir les pods, je vois qu'il génère des pods. J'attends un petit peu. Déjà, si je reviens ici, je refresh. Je vois que Flux a versionné les fichiers de configuration qu'il a générés. Donc il y a 35 secondes, donc il fait ça pour nous. Et là, on est bon. Donc, j'ai récupéré en local tous les fichiers que Flux a générés, donc ça c'est pour ses propres composants.
Maintenant, la deuxième étape, j'ai Bootstrap, donc Flux. Flux est installé sur mon cluster, il va pouvoir continuer à travailler. Maintenant, j'ai Flux qui est installé, j'ai mon cluster qui est prêt, le repo d'infra qui est prêt. J'ai envie de faire des modifications d'infra. Dans mon cluster, j'ai envie de déployer un namespace pour pouvoir recevoir mes applications. Donc, pareil, j'ai préparé mes petits fichiers. Donc j'ai un répertoire qui s'appelle infrastructure, toujours j'utilise Customize. Dans ce fichier, j'ai une ressource Kubernetes qui va me permettre de créer un namespace qui va s'appeler MyApp. J'utilise Customize et dans mon environnement local, je charge en fait ce qui est dans le base. Mais là, j'ai les sources d'infrastructure pour pouvoir configurer mon cluster, mais il va falloir dire à Flux, OK, prends en considération tout ce qu'il y a, tous les fichiers de configuration qui vont être dans ce répertoire-là. Donc il me faut un autre fichier. Je vais mettre dans le local. Donc j'ai 4 nouveaux fichiers qui se sont ajoutés. Ce que je vais faire, donc je vais faire un git add cluster local. J'ai mis à jour mon repo d'infra. Et maintenant, je vais pouvoir suivre. Non, c'est pas et, c'est get. Donc là, on est en train de voir en live ce qui se passe. Donc, Flux va comparer les commits. Donc, le dernier commit que j'ai créé, que j'ai pushé, il est là, c'est 370, il commence par 370, et on voit qu'il a bien vu qu'il y avait une modification dans le repo d'infrastructure. Donc maintenant, on va voir s'il a fait cette modification, s'il l'a appliquée dans notre cluster Kubernetes. Je reviens dans le namespace, et je vois qu'effectivement, il y a 26 secondes, il m'a créé le namespace, donc qui n'existe pas auparavant. Maintenant, ça c'est bien. L'autre étape, c'est j'ai mon namespace, j'ai mon repo d'infra, j'ai envie de déployer mes manifest cubes pour pouvoir accéder à mon application. Alors, je vais créer une secret, donc ça c'est une secret cube où j'ai donné les droits d'écriture et de lecture sur mon repo applicatif. Normalement, j'ai besoin que de droits en lecture, mais pour la suite de la démo, je vous dirai pourquoi j'ai besoin aussi d'avoir des droits en écriture. Ensuite, il faut prévenir Flux où se situe mon repo d'infra. Donc, je vais créer une ressource de type source. Donc, j'ai généré un fichier. Dans ce fichier, vous voyez, on a une ressource qui est de type Git repository. On lui dit où trouver mon application. Je lui ai donné un nom MyApp et puis je lui dis toutes les 30 secondes, tu viens voir ce qui se passe dans ce repo-là. Donc ça, c'est un délai qu'on va pouvoir quand même personnaliser. Donc moi, pour la démo, je me suis dit, on ne va pas attendre 5 minutes. Et puis, donc toujours, je mets à jour. Et si je fais un flux get source git, donc si on attend un petit peu, on va voir que Flux, effectivement, il va détecter qu'il y a une modification dans le repo d'infra, il va appliquer cette mise à jour, il va comprendre qu'il y a un nouveau repo en fait à suivre, un git repo à suivre. Maintenant, la suite. Il va falloir que je dise à Flux, ok, maintenant tu as ce repository applicatif, il est là, il va falloir que je lui dise où se situent mes manifestes customize, mes manifestes cubes à appliquer. Donc
je crée cette ressource-là qui est de type customisation. Voilà. Toujours, j'ai un fichier où il y a le path, moi c'est ce que j'ai fait, donc j'ai la base et ensuite j'ai mon overlay local et je dis bah, tu prends ce qu'il y a dans le path. Donc on attend quelques secondes et Flux il va comprendre tout de suite, vu que le repo d'infra en fait il a été mis à jour, il va l'attendre. Je crois que c'est 1 minute. Donc là on voit qu'il y a une révision, il y a des choses qui se passent. Effectivement il y a le MyApp qui vient d'apparaître, que je viens de rajouter parce que dans ma commande je l'ai appelé MyApp. Pour vérifier avant de pouvoir déployer, on est dans MyApp. Et je vois qu'il m'a bien appliqué. Donc avant, quand on a démarré la démo, il n'y avait pas le namespace MyApp. Là, il y a le namespace MyApp et à l'intérieur, il y a un pod qui tourne. Donc ce pod... Okay. Je pensais que c'était une question. Donc j'ai mon déploiement qui vient d'être créé par Flux il y a 33 secondes. Je vous ai montré dans mon repo d'application. J'ai aucun pipeline de CI/CD qui permet de déployer en fait directement dans le cluster. Donc l'application, je n'accède pas au cluster depuis l'extérieur. C'est normal, je suis en local en plus, donc ça serait compliqué de venir me connecter. Donc là, c'est Flux vraiment qui va chercher les manifestes, il va suivre les modifications qui vont être faites dans les manifestes et il va les appliquer à l'intérieur de mon cluster. Donc là, j'ai un pod pour mon déploiement. Je décide de faire une modification de manifeste. Ce que je vais faire, je vais scaler à 2 pods en fait, dans mon déploiement. J'ai préparé une merge request. Je vais vous montrer le détail. Donc je modifie manifest/local. Je crée un patch pour dire en fait, tu modifies le nombre de réplicas qu'il y a dans ce déploiement-là. Donc là, c'est mergé. Si je reviens sur ma branche principale, je viens effectivement que je viens juste de merger mon application. Je viens ici. Donc si on attend, voilà, on va voir que effectivement MyApp va apparaître avec le nouveau commit qui vient d'être ajouté. Puis si on attend, voilà, il y a un nouveau Flux a vu qu'il y avait une modification de manifeste. Il a appliqué la modification dans mon cluster et on a 2 déploiements. Je vais vous montrer mon application. Alors. Voilà, ça c'est une modification. Maintenant, si je remonte le manifeste de déploiement, j'ai écrit en fait en dur le nom, le tag de mon image Docker à déployer. Donc si je veux aujourd'hui, là tout de suite, à ce stade de la démo, si j'ai envie de modifier l'image qui tourne sur le cluster, il va falloir que je vienne modifier le manifeste, builder l'image et ensuite demander à Flux, plutôt Flux, il va voir qu'il y a une modification dans le manifeste, il va l'appliquer. Moi, j'ai envie de déléguer aussi cette partie-là à Flux, de lui dire, OK, maintenant, tu vas rester en écoute de ma registrie de Docker, de ma registrie de conteneurs, et dès qu'il y a une nouvelle image, en fait, un nouveau tag qui est publié, tu vas faire la modification pour pouvoir déployer cette nouvelle version. Pareil, on va construire une image. Donc, j'ai préparé toujours l'AMR. J'ai un changement. Donc, le changement, j'ai modifié l'index.html. Donc là, on a démonstration avec bienvenue à l'OS XP. J'ai rajouté 2021, j'ai rajouté quelques mots en fait.
pour voir qu'il y a une modification. Je merge. Et une fois que c'est mergé, je crée un tag. Mon workflow, il est simple. À chaque fois que je crée un tag, ça me crée une nouvelle image Docker qui va porter comme tag en fait le même tag GitLab, même tag Git. Donc je viens, je vérifie et là je vois qu'il y a un job qui tourne et c'est un job voilà, de build et de push qui va donc tac tac tac. Si je viens dans le conteneur registry, donc j'avais le tag initial que j'ai déployé et maintenant on va avoir normalement un autre tag qui est un 1.0.0. Par contre, il va falloir configurer Flux pour qu'il puisse lui faire puisse faire ce que j'attends de lui. Donc la première étape, je rejoue la commande Bootstrap, mais en ajoutant des composants supplémentaires qui vont permettre de suivre les images. Donc c'est cette ligne-là. C'est cette ligne-là. Ouais, attends. Ce que fait Flux là, il va mettre à jour le repo distant d'infra. Donc une fois qu'il aura fini pour déployer, rajouter, modifier les manifestes pour pouvoir installer encore les composants dont il a besoin. Et ensuite, moi, je vais pouvoir faire un pull pour suivre en fait les modifications si j'en ai envie. Et si je viens dans pod, Flux System, donc là, il a fini. En fait, ce qu'il m'a créé, c'est ces deux pods là encore. Un pour l'image automation et un autre image reflector. Je vois, ils ont été créés à 44 secondes. Là, c'est bon, j'ai fini. Donc, si je fais un git pull, je vais récupérer les modifications. Ensuite, l'autre étape, c'est de dire à Flux quelle registry il va falloir, sur laquelle il faut rester en écoute. Donc, ça passe par cette commande-là. Je vois qu'il y a un nouveau fichier qui a été créé. Donc c'est une image repository, c'est une ressource de type image repository où j'ai le lien vers ma registry et je lui dis à l'intervalle toutes les 30 secondes tu restes à l'écoute. Flux n'a pas encore connaissance de cette modification là parce que c'est un fichier qui est en local sur ma machine, donc je vais devoir d'abord le pusher. Après, on peut suivre flux get image repository. Si on attend un petit peu le temps que Flux fasse le mécanisme de réconciliation, on va voir en fait qu'il va rajouter cette image repository. Par contre, là, c'est toujours pas suffisant parce qu'il sait où est ma registry. Il va falloir que je crée une image policy pour lui dire, là pour le coup, pour la démo, on va faire en semver, en semantic versioning, pour lui dire, je vais lui donner un range de tags sur lequel il va pouvoir jouer. Par exemple, si j'ai envie qu'il reste sur tous les tags en 1.x.x et je veux pas qu'il aille aux versions supérieures, les tags, tout ce qui est 2. quelque chose ou tous les autres tags qui correspondent pas à ça, on va pouvoir quand même affiner la configuration de Flux jusqu'à ce niveau-là. Donc voilà, on vient de voir qu'il a détecté qu'il y avait une nouvelle ressource. Donc, je vais créer une image policy. Je reviens ici et je vous montre le fichier. Donc voilà, je lui dis l'image repository de référence est celui que j'ai créé juste avant qui s'appelle my-app, my-app, et la policy c'est du semantic versioning. On peut jouer, on peut affiner, faire ce qu'on veut, mais là pour le coup pour la démo j'utilise du semver.
Quand on voit ça, en fait, on comprend à quel point Git, c'est l'élément central de Flux, du GitOps. Image, policy. Et là, il a déjà vu et il voit, en fait, on a un petit message qui nous dit « Ah, il y a une nouvelle image, un nouveau tag qui correspond en fait à la police que je viens de créer. » Donc, qui peut potentiellement s'appliquer. Donc là, il a bien vu qu'il y avait il a bien vu ma registrie, il a bien vu qu'il y avait des tags qui correspondent à ma demande, à fichier de configuration que je lui ai donné. Par contre, à ce niveau-là, on ne lui a pas encore donné l'ordre, enfin, on ne lui a pas demandé d'aller modifier, faire en sorte que ce nouveau tag-là soit déployé sur le cluster. Pour ça, il va falloir créer une ressource image automation. Donc, je la génère et je vous explique après ce qu'elle fait. Et tac. Oui, il manque un mot. Et je fais partie des gens qui suppriment toute la commande pour corriger une faute. Alors, get image update, je crois que c'est ça. Ah, attends, je sais pas. Ah bah c'est ça. On attend, ouais, je vais montrer le fichier. Donc le petit fichier qui vient de me créer, il est là. Donc je lui dis, la modification à faire, elle est au niveau de la branche main, parce qu'au tout début, j'ai demandé à Flux de suivre ce qui se passe dans la branche main, dans le path manifest/local. Mais je peux très bien lui dire d'aller sur des tags ou sur d'autres branches. Ensuite, je formate le commit comme je veux, et je lui dis, toutes les minutes, tu surveilles ce qui se passe, tu mets à jour. Donc là, il a bien vu qu'il se passait quelque chose, qu'il y avait un nouveau tag. Il me dit que là, il a fait quelque chose, il a fait un commit et un push. Donc on va aller voir sur le repo applicatif. Et je vois effectivement qu'il y a une modification que je n'ai pas faite d'un utilisateur qui s'appelle fluxcd-bot. Et moi, dans mon fichier, c'est ce que j'ai dit en fait. Je lui dis, l'utilisateur, l'auteur de ce commit-là, tu lui donnes ce petit nom-là. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dans mon fichier de déploiement. Vu qu'il avait détecté qu'il y avait un nouveau tag qui a été créé, qui a été enregistré, pushé dans la registrie GitLab, il va faire la modification de mon manifeste à ma place et il va faire en sorte d'appliquer ce nouveau tag-là. Flux ensuite va comprendre qu'il y a une modification de commit dans mes manifestes cube, il va appliquer cette modification-là. Qu'est-ce qui va me permettre de faire ça? C'est que moi, avant, j'ai rajouté ce commentaire-là, celui-là, pour dire à Flux, en fait, mon tag, il se situe à ce niveau-là. Sinon, il ne va pas s'amuser à lire, en fait, tous les manifestes. Donc, lui, c'est comme ça qu'il va trouver. Maintenant, on va vérifier que cette modification, elle a été bien appliquée. Donc, on attend. Si je viens, tac, et bien, effectivement, je vois qu'il y a une modification. Là, le tag, il a bougé. Donc, le tag, il n'existait pas avant. On l'a créé en live. Là, il a fait la modification et il a appliqué la modification. On va voir. Et je vois que le contenu, il a changé. Et voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. Merci pour la présentation. Ma question, c'était pour le flux entier, là, c'est très sympa de pouvoir voir comment ça se fait autre que sur ça. Ma question, c'était la méthode actuelle. Ah, merci. Autant pour moi. Oui, voilà. Merci donc pour la présentation, c'était une très bonne démo. Ma question était, là on a vu comment, avec Customization, le déploiement de l'appli se faisait. Et ma question c'était, le déploiement des applicatifs, actuellement, surtout les applicatifs complexes, en fait, se font plutôt par des opérateurs.
et dans les clusters. Et j'aurais aimé savoir en fait comment ça se passait avec Flux en fait, parce que là la délégation de l'intelligence du déploiement, elle est dans l'opérateur, elle est plus dans juste les manifestes YAML. Et donc savoir en fait comment ça se passe dans ce cas-là. Par exemple, si j'ai un opérateur qui pilote Ansible par exemple dans le cluster. J'ai envie de dire que ça dépend en fait vraiment du workflow. Donc là, on est parti sur un workflow qui est basique. On a une application. Effectivement, si on a des choses beaucoup plus complexes, il va falloir adapter. Donc on a plusieurs types de sources déjà. On a plusieurs types de workflow. Là, ce que j'ai fait, c'est quelque chose de basique. Mais après, il va falloir peut-être effectivement anticiper, penser à des événements, à des gestions beaucoup plus complexes. Mais il n'y a pas de manière standard en fait. Il y a des bonnes pratiques, mais il va falloir quand même creuser le workflow, l'architecture de l'application, enfin, ou des applications, et ensuite voir comment effectivement s'adapter. Mais pour le moment, il n'y a pas de limite. Vraiment. Là, ce que je montre, c'est vraiment la base pour pouvoir comprendre la puissance de Flux, comment lui, il va pouvoir faire en sorte de déployer tout. Et surtout, là où c'est quand même un peu magique, c'est que je suis sur un je suis sur un cluster cube local, en fait, je suis sur Docker Desktop, et justement, il y a cette partie-là aussi à prendre en compte où c'est important, c'est que sur l'aspect sécurité, effectivement, ça change beaucoup le paradigme. On ne vient pas avec les modifications de l'extérieur pour pouvoir les appliquer, mais on laisse à Flux de l'intérieur le soin d'appliquer les modifications. Et, du coup, peut-être pour aller plus loin, en fait, vu que votre opérateur il est aussi configuré en utilisant du YAML, donc soit du Helm, soit directement du YAML, c'est possible de l'intégrer aussi au workflow parce que vous avez juste à committer du coup la config de l'opérateur. Et une fois que vous avez commité cette config et que vous avez dit à Flux, l'opérateur il est piloté de telle manière avec tel code, Flux va être capable d'appliquer l'opérateur en fait comme si c'était une ressource standard. C'est-à-dire que Flux va avoir connaissance de l'opérateur. Il n'aura pas forcément connaissance de ce que va faire l'opérateur, mais théoriquement, si vous redéployez l'opérateur dans un autre cluster avec le même code, il va faire la même chose. Du coup, ça va vous permettre en fait de vous y retrouver comme ça. Oui, donc le point de jonction, ce sera les YAML qui sont générés, enfin la conf de l'opérateur qui est en YAML et est-ce que Flux va scruter dans ces cas-là, quoi. C'est ça. D'accord. Ok, super, merci. Et j'en profite, j'avais juste une deuxième question, c'est vous avez parlé un petit peu infrastructure sur les clusters, le bootstrap et tout ça, et savoir si vous pouviez faire un petit peu quelques détails ou si vous aviez un retour sur les approches comme Crossplane qui visent à gérer l'infrastructure via un cluster Kubernetes de tête en fait. Là pour le coup, effectivement, ce que je disais en fait là, effectivement, nous on démarre d'un cluster qui est déjà up. Et effectivement, il faut ensuite installer Flux et c'est à ce moment-là que lui il prend la main. Mais peut-être avoir un Flux qui va lui déployer, aller au niveau supérieur, déployer des clusters. Là c'est totalement possible. Mais il faut quand même l'installer quelque part pour qu'il puisse au moins dans le cluster en fait. de management quoi. Non, voilà. Mais après il n'y a pas de limite. Pas de limite. Voilà. Ça marche, merci beaucoup. Pas de quoi. Bonjour, moi j'avais une question, est-ce qu'il est possible de configurer Flux pour qu'il n'y ait pas autre chose que la master? Si on veut par exemple tester des configurations sur d'autres branches avant de pouvoir, avant d'appliquer ça sur master, s'il y a moyen de tester ça, voilà. Totalement. Alors, je remontre mon petit fichier PonceBet. Donc à chaque fois, je mets la branche, je spécifie la branche. Donc si vous avez une feature branche, par exemple, si on est dans une configuration, on utilise les feature branches, il y a possibilité de faire ça. Donc là, moi, j'ai simplifié vraiment pour la démo pour rester sur main. J'ai un peu complexifié parce que je ne suis pas restée en monorepo. Bon, on ne va pas faire le débat monorepo, multirepo, voilà. Mais effectivement, il y a la possibilité de jouer sur les configurations, de modifier la branche, de modifier les intervalles. Parce que 30 secondes, c'est un peu... Parfois, c'est trop. Ça dépend de l'environnement, mais voilà. C'est surtout qu'on aimerait bien tester avant de pousser sur master et que tout soit déployé en prod, les choses, quoi. Ouais. C'est pour ça moi j'aime bien Customize en fait, parce que ça permet d'avoir une base commune et ensuite d'avoir plusieurs environnements. Donc là, ce que j'ai fait par exemple dans le repo d'infra, j'ai la base que je vais pouvoir surcharger à chaque environnement, et puis j'ai un environnement local. Donc là, c'était vraiment pour vous montrer qu'on a aussi la possibilité d'avoir un environnement staging, un environnement de production, un environnement de peu importe, des environnements éphémères aussi, par exemple si vous voulez faire des tests de charge ou je sais pas quoi. Mais ouais, il y a totalement. Merci beaucoup. Pas de quoi.
Moi, j'avais une question, mais c'était sur les questions de monorepo ou pas. Donc, je l'enlève. Alors, le sujet qui fâche, moi je me mouille quand même, j'ai donné mon avis, je ne suis pas du tout fan en fait du monorepo. Voilà. Pour une histoire de segmentation des accès, des droits et tout. Après, le découpage dans l'extrême n'est pas bon, je pense qu'il faut garder quand même le bon sens, mais je n'aime pas le monorepo, voilà. Oui, mais là, ce que j'observe, c'est qu'en fait, la conf du cluster, la conf de ce flux est dans le même dossier que la conf de l'appli. Non. En fait, j'ai un groupe GitLab. Donc là, j'ai un projet qui s'appelle MyInfra. Et là, j'ai un projet qui s'appelle MyApp. Donc dans le projet MyApp, j'ai l'application, le code source de l'application, et j'ai quand même les manifestes cubes qui permettent de déployer cette application. Mais je m'arrête au manifeste. Je ne monte pas plus haut en fait. Je vais pas avoir par exemple, ce que j'imagine moi, c'est dans MyInfra, je vais avoir toute la stack de tooling, par exemple le monitoring ou des choses, voilà, toute la partie observabilité, toute la configuration autre qu'on aura besoin dans un cluster cube. Par contre, les manifestes pour déployer l'application, moi j'aime bien les avoir dans l'application, ne serait-ce que pour permettre aux développeurs de déployer en local. Donc, c'est ok. Merci. Il y a une question derrière. Merci pour la présentation. J'avais 2 questions. Est-ce que vous avez, il y a des UI pour accéder à Flux, voir son état, etc. Et la deuxième question, c'est à quel point est-ce qu'on peut le mettre en place sur un sous-ensemble de son cluster où il y a déjà des choses dedans, entre guillemets, dire on fait un save de ce truc-là et puis après on se branche sur Flux pour il y a la période de migration d'un existant pour mettre en place Flux et dire je veux le watcher, je veux pas forcément qu'il écrase les changements, etc. pour faciliter la transition. Quand on l'installe, on a la possibilité de lui dire tu démarres d'un existant, donc il va réconcilier, il y a une phase de réconciliation. D'accord. Il y a 2 choses en fait. Soit vous avez la possibilité de partir avec déjà du code source et du coup il va voir ce qu'il y a déjà. Mais sinon, si vous avez des ressources qui tournent dans votre cluster et que vous ne dites pas à Flux de les gérer, Flux ne va pas les gérer. Par exemple, si vous avez là un namespace qui s'appellerait MyApp2, Flux, il n'en a pas connaissance parce que les ressources n'existent pas. Et Flux, il ne va pas le supprimer du coup. Il n'y a pas de notion d'état où Flux, il dirait tout ce qui n'est pas à moi, je le supprime. Flux, il va vraiment gérer ce que vous lui dites de gérer. Et pour la question sur les UI, à ma connaissance, il n'y en a pas, je crois. Ok, merci. Bonjour, merci beaucoup encore. Petite question concernant plutôt les secrets, les credentials qu'on voudrait injecter sous forme qui seraient différentes entre les environnements. Comment est-ce que Flux peut manipuler tout ça Donc, mon repo applicatif. Là, je vais donner un exemple concret. Mon repo applicatif, il est accessible en lecture publiquement, mais il n'est pas accessible en écriture publiquement. Donc, ce que j'ai fait, j'ai créé une secret cube où j'ai mis un HTTPS password en fait, pour qu'il puisse s'authentifier à GitLab. Et dans ma source, là, j'ai une ligne qui s'appelle secret-ref où je lui dis, en fait, pour pouvoir gérer cette source-là, tu vas utiliser cette secret-là. On a aussi la possibilité de demander à Flux de créer la secret. Donc, toujours, si on fait ça en ligne de commande, on peut le faire. Mais sinon, il y a totalement la possibilité de... là, j'ai ouvert pour plus de simplicité voilà, dans le cadre de la démo. Mais clairement, oui, on va avoir des registres qui sont privés. En fait, ma question, c'était plus, pas forcément sur l'authentification au Git, mais plus des secrets, des clés d'API qui seraient manipulées dans l'application et qu'on voudrait voir déployer, mais qui seraient... Voilà, qu'est-ce que vous faites, vous, plutôt? Est-ce que vous mettez ça dans le code source de manière chiffrée ou est-ce que vous utilisez d'autres outils? C'est un peu plus large, du coup. Ouais, moi, je ne suis pas du tout pour, en fait, rajouter les secrets dans le code source. Donc, autant déléguer ça à un autre outil, type Vault ou autre, en fait, pour manager les secrets. Et du coup, est-ce que Flux sait se connecter à ce genre de choses ou est-ce qu'on délègue à Customize ou à d'autres outils? Flux, ce qu'il va faire, en fait, il va avoir soit un Helm chart, enfin Helm repository ou des manifestes pour pouvoir déployer. Donc, il ne va pas pouvoir se connecter pour récupérer et faire des modifications là. Okay, merci beaucoup.
Merci. Ouais, une question supplémentaire. C'était, est-ce que c'est possible avec Flux de gérer tout ce qui est déploiement style blue-green, rolling upgrades et ce genre de choses, y compris avec, par exemple, des outils comme Spinnaker, et de revenir en arrière s'il y a problème aussi. Faire des patterns de déploiement, si c'est dans les manifestes Kubrandy, par exemple, voilà, on fait du canary, etc., oui, il va le faire. Mais ouais, lui, par contre, il va pas avoir configuration pour dire, tu me déploies, on va pas faire du canary deployment en fait avec Flux. Oui, il va falloir avoir un autre outil donc, qui voilà. va être à côté. Ouais. D'accord, merci. Eh ben, merci à tous. Voilà. Merci. Hein.